J'espère que ça va bien fonctionner. Voilà. Tout fonctionne. Donc, le fil rouge de cette année, vous le savez bien, c'était l'idée d'aller explorer les défis du plurilinguisme en contexte scolaire. Nous avons eu la chance d'avoir parmi nous une universitaire, des collègues qui ont pu évoquer avec vous la question du plurilinguisme sous différentes facettes. Et j'ai l'honneur mais aussi la pression de terminer ce fil rouge avec une intervention qui va porter sur le trouble du langage écrit que l'on appelle la dyslexie en contexte du plurilinguisme. Et ce webinaire aura deux objectifs: comprendre de quoi il s'agit pour agir en classe. Alors, le support sur lequel je vais m'appuyer est très riche. Je vais glisser rapidement sur quelques slides et de toute façon, vous aurez toute possibilité d'explorer après cette ressource tranquillement chez vous et puis évidemment de revenir vers moi si vous avez des questions. Donc, ne vous inquiétez pas si je glisse sur certaines diapositives. Alors, comment est né ce webinaire? Ce webinaire, il est né parce que j'ai rencontré de très nombreux collègues qui m'ont posé de très nombreuses questions sur la dyslexie en contexte de plurilinguisme. Alors, la première question qui revenait très souvent, c'était comment distinguer ce qui relève de difficultés typiques qui sont inhérentes à l'appropriation d'une langue euh, de ce qui relève d'un trouble du langage écrit. Finalement, où mettre le curseur? Les difficultés de mon élève sont-elles des difficultés normales parce que mon élève apprend une autre langue que sa langue maternelle, ou alors y a-t-il un trouble du langage écrit? Alors, cette question-là, elle est revenue très souvent. Après, une seconde question: est-ce qu'on peut apprendre une seconde langue quand on est dyslexique? Ce qui revient à dire finalement, quand on est dyslexique dans sa langue maternelle, est-ce qu'on va être dyslexique dans la langue que l'on va apprendre, dans la seconde langue que l'on va apprendre? Donc, est-ce qu'il est possible d'être dyslexique dans une langue et pas dans l'autre? Et puis, une fois qu'on sait que l'élève est dyslexique, qu'est-ce que l'on peut mettre en place dans un contexte où l'élève va utiliser plusieurs langues, dans un contexte scolaire où l'élève va utiliser plusieurs langues? Voilà comment est né ce webinaire, avec l'envie finalement de répondre à ces questions. Donc, du coup, j'ai travaillé sur ces questions et j'ai décidé de vous proposer une intervention en trois axes. Premier axe, la dyslexie, de quoi parle-t-on? Je pense qu'il est encore nécessaire d'aller définir avec précision ce qu'est la dyslexie, afin justement de la différencier de difficulté d'apprentissage d'une langue première ou d'une langue seconde. Ensuite, quelles sont les spécificités de la dyslexie en contexte plurilingue? Et enfin, le troisième axe, que peut-on faire dans la classe? Les pratiques pédagogiques de différenciation et d'accessibilité. Donc très rapidement, je reviens sur la dyslexie qui fait partie désormais de la galaxie des troubles du neurodéveloppement. Je le rappelle parce que c'est assez nouveau. Ça fait 2 ans que l'on met dans la même catégorie, par exemple, ce qui est de l'ordre de la déficience intellectuelle, ce qui est de l'ordre du trouble du spectre autistique, des troubles de la communication, des troubles du langage et des apprentissages. Donc avant, on disait TSLA, troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Maintenant, on a plutôt tendance à dire qu'on va parler de la galaxie des TND, des troubles du neurodéveloppement. Alors, je rappelle qu'un trouble, ça n'est pas une difficulté, c'est une perturbation du développement cognitif et ou affectif de l'enfant. Et cette perturbation, cette anomalie, ce dysfonctionnement, il apparaît très tôt dans le développement de l'enfant. Il est persistant, il est consistant et on ne peut pas expliquer les difficultés qui vont venir en conséquence par une maladie ou une carence. On est donc bien sur un dysfonctionnement du développement cognitif. Et quand on a dit ça, on a déjà finalement répondu à une question. Quand on a une dyslexie dans sa langue maternelle, et je rappelle qu'une dyslexie c'est un trouble, eh bien on ne voit pas comment on ne pourrait pas être dyslexique
dans une langue seconde, puisque c'est le développement cognitif et ou affectif de l'enfant qui est altéré et non pas ses compétences langagières. Donc vous voyez que en allant donner la définition de la dyslexie comme étant un trouble, eh bien on répond déjà à la question est-ce qu'on peut être dyslexique dans une langue et pas dans l'autre? Eh bien la réponse est non, et clairement non. Je reviendrai sur cet aspect-là dans la seconde partie de mon intervention. Alors, la dyslexie est un trouble spécifique. Donc ça n'est pas un retard, hein, ça n'est pas un décalage avec, c'est pas un décalage chronologique avec d'autres enfants. Il s'agit bien d'un trouble et ça signifie aussi que le trouble, quand on est atteint d'un trouble, malgré de la rééducation, malgré de la remédiation en classe, eh bien le trouble va persister. C'est-à-dire que un enfant dyslexique français sera dyslexique dans les langues secondes et malgré des soins en orthophonie et malgré de la remédiation en classe, le trouble va persister. Donc un trouble ne s'atténue pas. Et il est spécifique parce que, eh bien, il apparaît dans un cadre très précis. Et là, il y a quelque chose qui nous intéresse sur cette slide, c'est ce que j'ai mis en rouge. Alors, le cadre précis d'un trouble spécifique, c'est qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle, il n'y a pas de déficit sensoriel, et que normalement, pour aller faire le diagnostic, on dit que il n'y a pas de défaut de scolarisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant très longtemps, on a dit qu'on ne pouvait pas diagnostiquer une dyslexie chez un enfant qui aurait eu un défaut de scolarisation, notamment celui qui apprend une seconde langue. Ça, c'est resté très longtemps cette approche du diagnostic. Et on verra tout à l'heure qu'il va falloir y mettre quelques nuances. En tout cas, le diagnostic médical se fait encore par exclusion, avec une nuance sur le défaut de scolarisation. Et ce diagnostic médical, il est long, il est complexe, il est difficile, il implique un parcours de santé et évidemment les établissements dans lesquels vous travaillez se trouvent dans des pays très différents et le parcours de santé va varier selon les pays. Et donc il sera peut-être plus facile d'avoir un diagnostic à Abu Dhabi où on a une offre de soins qui est développée plutôt qu'au Maroc où l'offre de soins est moins développée. Donc on va avoir des pays où on va avoir des enfants qui vont être plus diagnostiqués et des pays où on va avoir des enfants moins diagnostiqués. Donc parmi les pays où on va avoir le plus de diagnostics, par exemple, ce sont les États-Unis, parce que ça fait très longtemps, d'abord que l'on connaît très bien ces troubles, et puis l'offre de soins est importante. Donc on aura beaucoup d'enfants diagnostiqués aux États-Unis et moins dans d'autres pays. Alors, je rappelle que la dyslexie, c'est une anomalie fonctionnelle. Donc, vous voyez sur cette image que cette image qui est tirée d'un manuel de médecine. En haut, vous avez une image qui représente le cerveau d'une personne qui n'est pas dyslexique. Au moment de la lecture, c'est l'hémisphère gauche du cerveau qui se met en activité. À droite, ça fonctionne pas trop. Donc ça, c'est environ chez 93% des locuteurs français, parce que je reviendrai tout à l'heure sur l'impact des langues maternelles sur les symptômes de la dyslexie. Et puis en bas, vous avez un locuteur français dyslexique et on voit que chez lui, eh bien, l'hémisphère qui est à gauche du cerveau au moment de la lecture n'est pas tellement en activité et en revanche, l'hémisphère qui est à droite travaille davantage. Donc les médecins parlent bien d'anomalies fonctionnelles dont les causes sont encore à explorer. Mais aujourd'hui, il y a un consensus sur les causes génétiques et neurobiologiques de la dyslexie. Donc, la dyslexie, pour aller un petit peu plus vite, c'est bien une altération des processus de construction de la langue écrite et on appelle ça un trouble spécifique du langage écrit. C'est sévère, c'est durable, c'est souvent associé à un trouble de l'acquisition de l'orthographe. Une autre question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce qu'on peut être dyslexique sans dysorthographie et vice-versa? Oui, dans quelques cas, mais dans l'immense majorité des cas, on est dyslexique et dysorthographique.
Alors parfois, le côté lecture n'est pas tellement atteint, mais le côté dysorthographique est massif. Et ça peut être l'inverse aussi. La lecture est catastrophique, la dysorthographie plus discrète. Mais en général, on a ces troubles qui sont associés. Alors je rappelle que pour lire, le cerveau, en tout cas pour l'apprentissage de la lecture, le cerveau procède par l'analyse visuelle du mot écrit. Ensuite, on va apprendre aux enfants à assembler les phonèmes et les graphèmes. Et puis très rapidement, une fois que l'enfant voilà, procède par assemblage phonème-graphème, il va aller stocker les mots tels qu'il les a rencontrés dans un livre qu'il a pu lire. Donc en fait, pour lire, pour apprendre à lire, on apprend d'abord la procédure par assemblage et très vite, quand il n'y a pas de difficulté, on n'assemble plus, on utilise la procédure par adressage, c'est-à-dire qu'on va reconnaître rapidement et visuellement le mot. Donc ça, c'est la façon dont on apprend à lire et la façon dont on lit. Euh, Ces deux voies n'existent pas l'une sans l'autre. Elles se complètent, elles coexistent dans la vie de l'enfant qui apprend à lire. Et même chez le lecteur adulte expert, il y a ces deux voies. Donc on parle d'un traitement de la lecture en cascade, plusieurs cascades. Par exemple, quand on rencontre un mot qu'on a déjà lu 10 fois, 100 fois, évidemment, on ne procède pas de façon phonologique, on le reconnaît, on le lit. En revanche, si on rencontre un mot inconnu ou inventé, dans ce cas-là, automatiquement, le cerveau va aller mobiliser les processus de conversion graphème-phonème et on va utiliser la voix phonologique. Et du coup, dans l'apprentissage d'une langue étrangère, eh bien, la partie, enfin plutôt la modalité de la voix phonologique va être très très sollicitée au début de l'apprentissage, tant que l'enfant n'a pas rencontré plusieurs fois, plusieurs dizaines même de fois, le mot pour aller le stocker visuellement. Donc voilà comment fonctionne la lecture. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs formes de dyslexie qui correspondent à ces différentes modalités de lecture. Il y a la dyslexie phonologique qui correspond à un dysfonctionnement de la voie d'assemblage, la dyslexie de surface qui correspond à un dysfonctionnement de la voie d'adressage. Donc, dans la dyslexie phonologique, l'élève aura de grandes difficultés à mettre en place la correspondance graphème-phonème. Dans la dyslexie de surface, l'élève aura de grandes difficultés à stocker l'image des mots dans le lexique interne. Et il sera toujours comme un lecteur débutant, il sera obligé de passer par la dyslexie phonologique. Donc il y a très 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 souvent les deux types de dyslexie. Chez les dyslexiques, on va parler de dyslexie mixte. Évidemment, c'est la plus handicapante puisque les deux voies de lecture sont touchées. Il y a une troisième dyslexie qui est la dyslexie visio-attentionnelle. Et cette dyslexie visio-attentionnelle, elle va toucher l'empan visuel. C'est-à-dire que les élèves vont avoir du mal à suivre la ligne, à capter l'entièreté d'un mot. Et d'ailleurs, ces enfants-là auront besoin d'un orthoptiste et non pas d'un orthophoniste. Alors, je vais passer sur la dyslexie phonologique très rapidement. Euh, je vous donne une caractéristique des élèves qui ont cette dyslexie. Ils tentent au maximum de passer par la reconnaissance visuelle des mots et ils procèdent par ce qu'on appelle la lecture par cœur. Donc, ce sont des élèves qui vont faire illusion. On va croire qu'ils savent lire, mais en fait, ils ne parviennent pas à convertir les phonèmes en graphèmes. Ils apprennent les mots par cœur. Et à chaque fois qu'ils sont devant des mots inconnus, c'est très difficile pour eux. Donc je passe sur cet exemple-là, vous irez le voir pour explorer la ressource. Dans la dyslexie de surface, eh bien, les enfants ne parviennent pas à se faire un stockage de mots en lexique orthographique interne et donc à chaque fois, ils décodent. Donc la lecture est très lente, très coûteuse, très laborieuse. Et ils sont tout le temps, ces élèves-là, en double tâche. Ils ne peuvent accéder au sens du texte puisque toute leur énergie attentionnelle et cognitive est sur le déchiffrage des mots.
Et donc, ces élèves vont avoir évidemment beaucoup de difficultés avec les mots irréguliers, ceux qui ont des lettres muettes, les mots qui ont des particularités orthographiques, le mot femme, le mot orchestre, le mot accès, etc., les homonymes. Et ils seront même perturbés dans le traitement linguistique de ces mots. Ils vont avoir des difficultés pour prononcer les mots. Donc voilà ce qu'est la dyslexie. Alors, vous avez sur l'écran un exemple de dysorthographie. Donc, la dysorthographie, c'est l'impossibilité d'acquérir les mots tels qu'ils sont écrits dans le dictionnaire. On ne parvient pas à les stocker, donc on ne parvient pas à les réécrire. C'est l'immense difficulté pour acquérir les règles grammaticales. C'est de la très grande difficulté pour faire correspondre les phonèmes et les graphèmes. Et alors, vous voyez ce texte que je vous lis. Aujourd'hui, ma grand-mère a décidé de préparer son gâteau préféré. Elle casse des os et râpe un zeste de citron. La farine, le sucre et le beurre sont pesés. Nous épluchons des pommes. Grand-mère mélange la pâte, elle me la préparation à cure. Tous mes copains se régalent de ce délice guté. Donc on voit les erreurs phonologiques, l'absence de lexique orthographique, des difficultés dès qu'il y a deux consonnes dans une syllabe, des erreurs de segmentation et bien sûr des erreurs grammaticales. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dyslexie est un trouble, c'est un trouble du langage écrit avec l'atteinte des voies de lecture et l'atteinte de l'acquisition de l'orthographe. Donc un élève dyslexique français quand il va apprendre une langue étrangère, va se retrouver exactement avec les mêmes difficultés. Ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Et donc, le type d'erreur que vous voyez là, et je parle bien de type d'erreur parce que je n'ai pas d'exemple à vous montrer en arabe, en anglais ou en allemand, et bien ce type d'erreur, donc les erreurs phonologiques, les erreurs sur les dits consonantiques, les erreurs de segmentation, vous allez les retrouver dans la langue seconde que l'élève apprend Donc, et pour dans ça. son établissement. Alors, Enfin, j'entends quelqu'un parler. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est des paroles voilà, qui viennent de la maison. Donc, si c'est une question, vous pouvez la je ne poser dans crois le pas. chat. Si c'est pas une question, merci d'éteindre vos micros. Alors, vous voyez que euh, quand on est dyslexique, ça peut aussi entraver l'écriture et donc on peut avoir une dysgraphie qui est associée parce que on est tellement en train de dépenser son énergie cognitive sur la planification de l'écrit et sur l'orthographe que le geste scripteur est très difficile aussi. Donc on peut avoir assez fréquemment ce combo dyslexie, dysorthographie, dysgraphie. Ça va souvent ensemble. Les élèves dyslexiques sont des élèves qui ont bien sûr un trouble spécifique, c'est-à-dire lié au langage. Euh, donc ils ont ce trouble spécifique, mais ils peuvent avoir en arrière-plan aussi des difficultés, là je ne parle pas de trouble, mais de difficultés consécutives sur le cognitif. Donc on peut avoir des élèves dyslexiques qui ont des difficultés attentionnelles parce qu'ils sont tellement attentifs à la lecture qu'ils deviennent très fatigués et du coup, très vite, leurs ressources attentionnelles sont épuisées. Ils peuvent avoir des difficultés mnésiques parce que souvent, notamment quand il s'agit de retenir ce qui est écrit. Ils peuvent avoir des difficultés de compréhension, de traitement des informations, surtout quand on leur donne à lire des textes ou des informations. Comme il faut qu'ils les lisent, eh bien, les ressources utilisées pour la lecture vont les empêcher de bien comprendre le texte. Ils peuvent avoir des difficultés sur les fonctions exécutives, la flexibilité mentale, la planification, la latence. Et ils peuvent aussi avoir des difficultés sous-jacentes sur le visio-spatial. Donc, ils ont un trouble spécifique, mais de façon sous-jacente et consécutive des difficultés cognitives. Et quand on me demande comment est-ce que je peux aider mon élève dyslexique, j'ai envie de dire que l'Arial 14 va être intéressant, mais que c'est loin de suffire. Il faut
regarder si l'élève n'est pas épuisé, s'il il parvient à être attentif. Est-ce qu'il parvient à mémoriser les faits écrits? Est-ce qu'il faut l'aider dans le traitement des informations, etc. Je pense que tout enseignant qui veut aider son élève dyslexique doit avoir en tête ce schéma au moment où il va vouloir mettre en place des gestes professionnels, voire des adaptations pour son élève dyslexique. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'attention? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans la mémorisation? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à mieux comprendre les informations? Qu'est-ce que je peux faire pour sa flexibilité mentale, etc. Vous voyez, c'est important de comprendre qu'il y a des difficultés cognitives consécutives aux troubles. Il faut aussi prendre en compte toute la sphère psycho-affective et psychosociale de l'enfant. Évidemment, un enfant qui, dès la grande section maternelle, va voir qu'il réussit moins bien que les autres, qu'il a plus de rouge sur son travail parce que le maître, la maîtresse a besoin de lui donner plus de rétroaction, il y a davantage d'erreurs, il va moins vite que les autres. Et puis l'élève s'aperçoit que bah, finalement, la lecture, pour l'immense majorité des élèves, c'est pas difficile. Et lui, il peine, il peine, il peine. Bien évidemment, tout ce lot d'émotions va entraver son développement psycho-affectif et psychosocial. Donc, les élèves dyslexiques ont souvent un fort sentiment d'isolement, ont une estime de soi dégradée, le besoin de sécurité est encore plus fort chez eux, le besoin d'appartenance est encore plus fort chez eux. Donc, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire aider un élève dyslexique? Eh bien, c'est prendre en compte sa motivation, comprendre le postulat de cohérence. Le postulat de cohérence, ben oui, il a de bonnes raisons pour ne pas avoir lu le texte que vous lui avez donné à lire à la maison. Parce que là où l'immense majorité des élèves va mettre 5 minutes pour lire le texte, lui, il lui faut une demi-heure. Et encore, il lui faudra le relire derrière. Donc la motivation peut être en berne. Donc qu'est-ce que je fais pour aider la motivation? Comment est-ce que je mets mon élève en situation en situation de réussite? Comment je peux développer son sentiment d'efficacité personnelle? Qu'est-ce que je peux faire avec ses émotions négatives? Est-ce que je peux l'aider à prendre conscience de ses émotions? Est-ce qu'il a besoin d'un outil comme un régulateur d'émotions pour ne pas tomber voilà, dans le découragement, voire dans la tristesse, vous voyez, pour aider un élève dyslexique, encore une fois, aller voilà, écrire un support avec une police aidante, c'est bien, c'est déjà très bien, mais ça ne suffit pas. Il y a toutes ces sphères aussi à prendre en compte. La difficulté de l'élève dyslexique, c'est en grande partie la situation de double tâche liée à la charge cognitive. 80% des situations d'apprentissage, je parle au moins au collège et au lycée, se font à travers le langage écrit. Le système scolaire français que veut retrouver dans les établissements de MLF, c'est un système scripto-centré. Il y a des systèmes éducatifs qui sont moins scripto-centrés que le système français. Mais pour nous, l'écrit revêt une extrême importance. Donc il faut comprendre que l'élève dyslexique se trouve directement confronté à son trouble lors des situations d'apprentissage. 80% des situations d'apprentissage passent par l'écrit et donc l'élève se retrouve confronté à son trouble dans ces 80% de situations. Donc toute sa charge cognitive va aller passer sur la lecture, sur l'écriture. Hein, c'est la barrette que vous avez sur la droite de votre écran. Et c'est ce qui est en bleu, c'est la grande partie bleue. Et finalement, il va lui rester très, très, très peu de réserve pour aller réfléchir, pour aller comprendre, pour aller associer des concepts, des idées, etc. Et donc, l'élève se retrouve en situation de double tâche, c'est-à-dire en épuisement cognitif et ces réserves sont très vite atteintes.